il avait les cultes de son pays à un point tel qu'il s'est imaginé le Maroc comme étant le seul empire de toute cette zone-là, et que tout le monde devait être... et il a ensuite imposé ses vues à une monarchie un peu très affaiblie, qui essayait de reprendre pied après l'exil du roi, etc. Et le roi a eu l'habileté de ne pas contrarier les positions d'Al-Fassi et de l'Istiqlal. Et ils se sont tous fourvoyés dans une affaire qui est devenue une affaire nationale dans laquelle personne n'osait être contre, parce qu'on risque d'être accusé de trahison pour le pays. Donc le Maroc lui-même s'était fourvoyé, et la Mauritanie s'est fourvoyée à sa suite, sauf que pour la Mauritanie c'était inexcusable, parce que la Mauritanie a été menacée dans son existence jusqu'à 1969-70, lorsque le Maroc a fini par la reconnaître, parce que cela lui a été imposé de l'extérieur, puisque le Maroc voulait accueillir chez lui le premier sommet islamique à Casablanca, mais la condition sine qua non, imposée notamment par l'Algérie, c'est de reconnaître la Mauritanie et de l'inviter. Pour le Maroc, le roi Hassan II, qui était un grand homme d'État, c'était une bonne occasion, parce qu'il voulait se débarrasser de ce boulet mauritanien. Il a eu cette occasion, il s'en est débarrassé, et il a très vite compris que pour avoir le Sahara auquel il tenait absolument, il lui fallait avoir la Mauritanie avec lui. Et on ne sait comment il a réussi à convaincre le président mauritanien d'une chose absolument incroyable. La Mauritanie tenait les choses totalement en main, parce que les Nations Unies avaient, quelques années auparavant, reconnu au Sahara le droit à l'autodétermination. Et je ne me vante pas du tout, mais il se trouve qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai été ambassadeur de Mauritanie aux Nations Unies, qui ai défendu la position de la Mauritanie. Et j'ai réussi, avec un certain nombre de soutiens, notamment africains, à obtenir des Nations Unies la reconnaissance de la position de la Mauritanie, qui était de donner, non pas de donner le Sahara à la Mauritanie, mais de donner à nos compatriotes qui vivent dans cette portion du pays le droit à l'autodétermination qui est reconnu à tous les peuples coloniaux. Donc, c'était pour nous aussi une manière de, si on peut dire, damer les plombs, pour parler de manière un peu populaire, au Maroc, parce que le Maroc réclamait encore et à cri, c'est mon territoire, etc. Nous, on a dit, bon, ces compatriotes-là, nous leur faisons confiance, donnez-leur le droit que vous donnez à toutes les parcelles coloniales, pour qu'ils s'expriment eux-mêmes, qu'ils choisissent. Bon, évidemment, nous savions, nous, qu'ils ne pouvaient choisir que la Mauritanie, ou à la rigueur d'être indépendants pour ensuite s'associer à la Mauritanie. Et c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs. Donc on a obtenu gain de cause, et en plus, l'ONU a demandé aux 3 pays voisins du Sahara, c'est-à-dire le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, d'être les garants de cette indépendance, enfin de cette autodétermination-là. Donc les 3 pays avaient en fait la main mise sur le Sahara. Et il suffisait que 2 d'entre eux soient d'un côté pour que le problème soit résolu. Or, la Mauritanie avait le soutien de l'Algérie déjà. Donc, le Maroc a été pratiquement isolé, et c'est pour ça que le roi Hassan II a été très vite convaincu qu'il lui fallait à tout prix gagner Mokhtar Dadda. On ne sait pas comment il a réussi. Après, les fidèles de Mokhtar disent que c'est parce qu'il a été convaincu que le Maroc avait suffisamment d'atouts pour gagner le Sahara à lui tout seul, autant partager avec lui. Et c'était complètement faux, parce que l'Espagne de l'époque ne voulait à aucun prix donner le Sahara au Maroc. Mais lui, les Marocains, le roi Hassan II a forcé la main, parce qu'à tout le monde, avec la marche. Bon, la marche est venue beaucoup plus tard, mais tout ça s'est passé en 71, 72, 73, c'est à ce moment-là que le roi a gagné la conférence de Mokhtar et a décidé avec lui. Lorsque la marche verte est arrivée, les accords de Madrid étaient déjà signés pratiquement. En tout cas, les deux avaient signé entre eux, et ils avaient quelques complices que le roi avait à Madrid,
et qui préparait les choses avec lui contre la volonté de l'ensemble des Espagnols. L'Espagne était totalement contre, mais il y a eu comment dirais-je, un complot pratiquement. Bon, ils ont eu la chance que Franco est mort juste à ce moment-là, et l'Espagne était en désarroi, etc. Donc, le moment où le président Mokhtar a été convaincu de partager le Sahara, c'était 2 ans avant. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui a pu le convaincre d'abandonner ce qu'il avait en main, qui était sûr, de faire un renversement d'alliance pour abandonner l'Algérie qui était à ses côtés, en faveur de son ennemi terrible, qui était le Maroc, qui voulait. Ça, c'est quelque chose de totalement incompréhensible. Et donc, les arguments que développent les pro-Mokhtar, c'est qu'il était convaincu que le roi allait obtenir le Sahara, ce qui était complètement faux. Je veux dire que quiconque connaît un petit peu les méandres de la politique internationale et la réalité de cette époque-là, savait que le Maroc n'avait aucune chance d'obtenir tout seul, et d'ailleurs il ne l'a pas obtenu tout seul. C'est quand 2 des pays voisins auxquels l'ONU avait confié le sort du Sahara se sont mis de côté et ont demandé que, en plus avec l'argument que ce sont les 2 qui revendiquaient le territoire, etc., tandis que l'Algérie ne le revendiquait pas, etc. Enfin bref, c'est une énigme, je veux dire. L'histoire. Oui, toi tu es un limier, un journaliste d'investigation, etc. Voilà un sujet, mais bon, pour un journaliste vraiment, ou pour un chercheur vraiment, un chercheur, notre race, chevronné, vraiment, pour trouver vraiment comment expliquer que quelqu'un qui avait des cartes aussi fortes, sans des faces, comme ça, il reste tout nu. Donc, pour moi, qui avait été l'artisan de cette victoire de la Mauritanie à l'époque, c'était quelque chose d'insupportable, c'est ce qui s'était passé à cette époque. Et la guerre, bien entendu, était une absurdité. C'est que d'abord, elle était totalement illégale et fratricide, je dirais, absolument absurde. Et en plus, surtout, la Mauritanie n'en avait pas les moyens, elle n'en avait pas besoin. Donc, d'ailleurs, ça a été tellement terrible que ces conséquences, jusqu'à présent, on n'a pas fini de les subir. Et même pour le Maroc, c'était désastreux parce que le Maroc avait intérêt à ce qu'il y ait une solution consensuelle pour toute cette affaire-là. Et ça aurait pu être fait sans cette histoire. Bon, pour en revenir à notre arrive le coup d'État. Et au président Moustapha, c'est qu'à l'époque, donc, la guerre, de toute façon, a duré plusieurs années, c'était de 75 à 78, 3 années, beaucoup trop. Et la Mauritanie était exsangue, elle n'avait plus du tout les moyens. Bon, mais ce sont évidemment des officiers, des chefs militaires qui étaient les mieux placés pour savoir que la Mauritanie ne pouvait pas continuer cette guerre-là, qu'elle n'avait pas les moyens d'entreprendre ni de continuer. Et les chefs militaires se sont réunis à plusieurs reprises. Ça a duré peut-être 1 an, quelque chose comme ça, les préparatifs. Il y a eu plusieurs choses. Il y en a qui se sont engagés dans l'affaire, puis ils se sont abandonnés plus ou moins, etc. Bref, en tout cas, finalement, ceux qui ont conduit l'affaire jusqu'au bout, c'est essentiellement le président Mokhtar, qui était à l'époque chef d'état-major, avec principalement Jiddou Salik, qui était l'âme de cette affaire depuis le début. C'est probablement le premier qui avait pensé à ces choses-là. Bon, pensé en tout cas, qui l'exprimait, parce que c'était quelqu'un aussi qui était quelqu'un de formidable, mais pas tellement discret, surtout pour la militaire. Alors que Moustapha, au contraire, il pouvait penser ça peut-être depuis le début, mais personne ne pouvait savoir ce qu'il avait en tête, ce qui était évidemment normal. Donc, ils ont décidé d'arrêter la guerre, et la seule manière de l'arrêter, c'était évidemment de changer le gouvernement. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait pour ça. Moi, donc, après la fin de la guerre, j'étais un peu au courant avant, mais immédiatement après, l'équipe qui a mené